Donc, je vais vous faire une présentation sur le devoir moral de rediriger les impôts de ses parents vers 3 fois plus d'interventions efficaces. Bon, j'ai mis les parents parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de gens imposables ici, mais en fait, dans vos familles, peut-être que si. Donc, voilà un aperçu de ce dont je vais vous parler en 3 parties. Un préambule sur l'importance des dons de particuliers dans le financement des associations efficaces. Une présentation du fonctionnement de la réduction fiscale sur les dons. Et venir sur mon point, donc, de pourquoi ne pas réduire ses impôts jusqu'à zéro constitue un terrible gâchis. Je commence par le préambule sur donc l'importance des dons de particuliers. Alors, oui, d'abord une petite présentation. Donc, je suis Mathaïs Souchon, engagé dans la cause animale depuis 2013, précisément dans la fraction qui dénonce le spécisme dans la cause animale. Je dirige 2 associations qui organisent les journées mondiales pour la fin de la pêche, pour la fin du spécisme et les estivales de la question animale. Et un des gros enjeux qui se pose à moi depuis un bon moment en tant que dirigeant de structures petites ou jeunes, c'est celui de leur financement. Un premier moyen de se financer, c'est de trouver un gros mécène qui va vous verser une subvention de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un seul coup. Et de multiples organisations à but non lucratif reposent sur ce type de financement-là. Donc une fondation, un individu fortuné. Et ici, vous avez l'exemple d'un financement de $135 000 qui avait été attribué à Efficience l'an dernier et qui représentait près de 100% de leur budget annuel. Altruisme Efficace France est également dans une situation proche. Donc les chiffres 2021, c'était 93% du budget couvert aussi par le CEA. Et en dehors de l'altruisme efficace, on a par exemple le Save Movement dans la cause animale qui est financé depuis des années essentiellement par un donateur fortuné, un millionnaire. Parfois aussi, les subventions peuvent aider à boucler assez rapidement le budget des associations. Donc typiquement, en 2017, L214 avait reçu 1,1 million d'euros de Open Philanthropy. Donc une organisation altruiste efficace importante. Ça a comblé d'un seul coup les 20% de leur budget annuel qu'ils avaient besoin de compléter pour pouvoir mener une campagne ambitieuse sur les poulets de chair. Donc c'est assez déterminant ce type d'apport. Ça a vraiment l'avantage de la rapidité. En une seule fois, vous obtenez beaucoup d'argent, vous couvrez une bonne partie de votre budget annuel, au risque même de se dire que finalement on n'a pas forcément besoin de mettre beaucoup d'énergie à aller chercher du financement ailleurs. Les grosses subventions ont néanmoins leur lot de limites. Donc, bon, l'insécurité, c'est-à-dire que quand vous êtes financé par une poignée de gros mécènes, évidemment, il suffit qu'il y en ait un qui se retire, même pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité de votre travail. Ça peut juste être que ils ont eu envie de financer d'autres choses cette année-là et voilà, ils s'en vont. Vous êtes tout de suite en difficulté. L'instabilité, bon, c'est assez similaire au premier point, mais c'est juste que même si un financeur ne s'en va pas et simplement qu'il réduit, mettons seulement de 20% la subvention qu'il vous accorde, ça fait déjà une grosse différence. Vous êtes très exposé à la volatilité du financement apporté par vos donateurs. Et puis la rigidité, c'est-à-dire que les subventions, bien souvent, elles sont affectées à des projets précis, des projets qui sont limités dans le temps. Donc, par exemple, Open Philanthropy, quand ils affectent du financement à L214, c'est pour une campagne précise sur les poulets de chair. Et bon, on comprend pourquoi ils le font, c'est-à-dire qu'ils veulent financer une intervention plus qu'une association. Ils veulent évaluer l'efficacité de cette intervention précise. Mais sauf que si tous les financeurs exigent ça, vous vous retrouvez en difficulté pour financer vos frais de fonctionnement, pour financer les projets qui durent plus longtemps que prévu, pour gérer en fait tous les imprévus ou même simplement pour mener des actions un petit peu innovantes pour lesquelles vous n'avez pas de preuve d'efficacité bien établie à montrer, mais pour l'instant, vous pensez quand même que ce sont des projets prometteurs. Voilà, ça va être difficile avec ce type de financement. Et donc une façon typique de diversifier ces sources de financement et de répondre à ces difficultés-là, c'est de faire appel aux dons de particuliers. En France, vous savez que n'importe qui peut donner librement de l'argent à une association pour la soutenir et de fait, c'est un mode de financement qui est assez central pour beaucoup d'associations. Donc là, je donne quelques exemples dans mon domaine pour l'année 2022. L214, 72% des fonds venaient de dons de particuliers. Wellfarm 70%. Pour mon association Les Estivales de la Question Animale, par exemple, c'était même 100% du financement qui venait de dons de particuliers. Et donc les avantages là sont un quasi miroir des inconvénients que j'ai présentés précédemment, c'est-à-dire l'indépendance. Vous avez une myriade de particuliers qui vont pas tous s'arrêter de donner du jour au lendemain, donc vous avez le temps de voir venir. Sauf peut-être énorme scandale dans votre association, mais ce genre de situation est quand même assez rare. La stabilité, dans le sens où si certains de vos donateurs revoient leurs dons à la baisse, ça va pas immédiatement impacter votre financement. La flexibilité, les dons des particuliers sont très rarement affectés à des projets précis.
Donc, vous pouvez combler les trous dans la caisse sur les projets pour lesquels vous avez eu le plus de mal à trouver du financement institutionnel, et donc vous arrivez à boucler votre budget en bonnes conditions. Voilà, donc ça pour dire que les dons de particuliers sont un mode de financement particulièrement précieux, assez irremplaçable, qui joue un rôle important dans la collecte des associations, mais c'est aussi un mode de financement qui souffre de limites, et donc en particulier une qui est la faiblesse des montants. C'est-à-dire que les particuliers, bien souvent, ils vous donnent des petits montants et donc il faut passer pas mal de temps pour aller en chercher beaucoup. Pour financer simplement une personne à temps plein, qui va travailler à temps plein dans votre association au salaire médian, par exemple, donc c'est autour de 2 000 € net, il vous faut une bonne base de plusieurs centaines de donateurs qui acceptent de faire un don, même si possible tous les mois, pour que vous puissiez bien vous projeter. Et si vous avez déjà été, par exemple, dans la rue pour essayer de réclamer aux passants de vous donner leur RIB pour faire un don mensuel, vous savez que c'est vraiment pas facile d'en trouver des centaines pour venir soutenir une association, même une association qui passe à la télévision. Et donc on a un problème. Si même lorsque vous menez des actions qui sont connues du grand public, vous devez mettre des années à vous constituer une base de donateurs mensuels suffisamment massive, vous imaginez la difficulté que c'est d'arriver au même résultat en tant qu'association qui travaille sur des problèmes négligés, mal identifiés par le grand public, comme par exemple la sûreté de l'intelligence artificielle ou la souffrance des crevettes, qui est typiquement le genre de sujet sur lequel l'altruisme efficace nous emmène précisément pour la raison qu'ils sont négligés. Et donc ma conclusion, c'est que les associations qui mènent les interventions les plus efficaces, qui ne sont pas forcément les plus vendeuses, dépendent de nous. Quand je dis nous, ce sont donc les personnes sensibilisées à la priorisation des causes et des interventions, l'effort d'apporter aux associations les précieux dons individuels dont elles ont besoin repose sur nous, en particulier lorsqu'elles travaillent dans des domaines qui n'attirent pas l'attention du grand public. Il y a un enjeu majeur à faire des dons aussi élevés que possible aux associations efficaces. Et là, vous allez me dire, merci pour le scoop, Mathaï, mais on sait bien que c'est important de faire des dons. Effectivement, c'est une idée qui en soi est déjà bien diffusée dans les milieux altruistes efficaces, que de dire que c'est important de faire des dons. Mon but aujourd'hui, c'est pas tellement de vous parler de comment choisir les causes, c'est plutôt parce que ça c'est un point dont on pourra discuter même après dans l'atelier avec Corentin. Là, ça va être de souligner vraiment une bonne nouvelle, à savoir qu'il est possible de tripler l'impact des dons que vous faites ou que vos parents font grâce à la réduction fiscale sur les dons. Et si vous pensez que vous voyez de quoi je parle, attendez un peu, parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider déjà à retrouver cette fameuse petite phrase que l'on voit sur les formulaires de collecte de dons des associations? Donc, il y a une phrase qui commence souvent par « Votre don ouvre droit ». Est-ce que quelqu'un veut tenter? À réduction d'impôt, ouais. À hauteur de 66%. Ouais, en général, il y a une petite condition en plus qui est précisée dans la limite. Non, dans la limite de 20% du revenu imposable. Alors, après, qu'est-ce qui est limité à 20% du revenu imposable? La réduction fiscale, le don? Comment? Perdu. Non, mais c'est effectivement... c'est souvent formulé de façon pas très claire. Donc non, c'est le montant du don. Mais en fait, il y a souvent une limite bien avant ça, mais j'y reviendrai. Ok, donc voilà la phrase en situation. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais là, c'est le formulaire de don de Altruisme Efficace France. Et donc, on peut lire, voilà, le don ouvre droit à une réduction fiscale car il remplit les conditions, machin. Vous bénéficiez de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Ok. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que donc là, je dis que je veux donner 100 € sur leur formulaire et j'ai une phrase qui me dit « Votre don ne vous coûtera que 34 € après réduction fiscale ». Là, on a une autre association, je reviens sur l'exemple de L214, qui insiste également sur le coût de revient de 34 € lorsque vous donnez 100 €. Donc j'ai tapé 100 dans le formulaire et en dessous, vous voyez la phrase « Votre don ne vous coûte réellement que 34 € après réduction fiscale ». Pourquoi 34 € et pas 33,33 €? Parce que la réduction, c'est bien 66,0%. Donc, c'est pas 2 tiers, hein, comme on peut avoir tendance à le simplifier. C'est vraiment 66 tout pile. Donc, voilà, typiquement, un don de 3 000 €, ça engendrerait 1 980 € de réduction fiscale et pas 2 000 €. Ça fait quand même 20 € de différence. C'est pas forcément négligeable. Alors, une chose qui me contrarie toujours en tant que dirigeant associatif quand je vois ces formulations que je viens de vous montrer, votre don ne vous coûte que 34 €, c'est que ça donne l'impression que le but de la réduction fiscale, c'est de permettre aux personnes imposables de faire des économies d'impôts, de gagner du pouvoir d'achat grâce à la générosité. C'est-à-dire que si vous comptez donner 100 €, peu importe votre situation fiscale, on vous invite à marquer 100 € dans le champ du montant de votre don. Et puis, parce que ça paraît logique de mettre là la somme que vous êtes prêt à dépenser. Et puis là, voilà, on va vous dire que si vous êtes imposable, vous avez de la chance, ça vous coûte que 34 €. Si vous n'êtes pas imposable, désolé pour vous, ça coûtera 100 €.
Et vu comme ça, on dirait une sorte de bonus de 66 € de pouvoir d'achat pour les gens imposables. Et en fait, ça me paraît un peu absurde. C'est-à-dire que si vous êtes imposable, que vous êtes prêt véritablement à dépenser 100 €, c'est un gâchis absolu du point de vue de l'association que de vous laisser vraiment faire un don de 100 € qui aura pour conséquence que ça vous aura coûté que 34 €. Présenté comme ça, le dispositif, il ressemble à une incitation en fait à être moins généreux. Ce qui est quand même un comble. L'idée à la base, c'était bien de dépenser vraiment 100 €. Alors évidemment, la raison d'être de cette réduction fiscale, c'est d'inciter les personnes imposables à faire des plus gros dons aux associations qui agissent dans des domaines considérés d'intérêt général par l'État, parce que ces associations-là, elles réalisent des missions qui comblent en fait des lacunes de l'État ou des choses qu'il ne veut pas assumer. Donc typiquement, vous prenez les Restos du Cœur, ils bénéficient même d'une réduction fiscale renforcée de 75% pour les 1000 premiers euros. Et c'est une forme de reconnaissance du fait que leur action vient en fait très utilement compléter la politique de lutte contre la pauvreté. Il faut bien voir que, si l'État devait lui-même faire le travail des bénévoles du Resto du Cœur en le confiant à des fonctionnaires, ça lui coûterait beaucoup plus cher que ce que ça lui coûte en réduction fiscale pour soutenir les Restos du Cœur. Donc en réalité, quand vous indiquez dans un formulaire de don que votre intention c'est de dépenser 100 € ou disons même 102 € parce que ça m'arrange pour les calculs, et parce que la page devrait vous indiquer très clairement, au lieu de vous laisser le deviner vous-même, parce que je conçois qu'on peut y penser spontanément, mais je pense que c'est mieux de le dire clairement, c'est ce que j'ai marqué là. Donc là, j'ai photoshopé la page de L214 pour mettre la phrase que je pense qu'il devrait plutôt mettre. Et vous voyez, j'ai écrit, si vous êtes imposable, vous devriez donner 300 € afin que votre don vous coûte réellement 102 € après réduction fiscale. Voilà. Et ainsi, on s'assure que les donateurs utilisent le potentiel de la réduction fiscale d'une façon qui permet à l'association de bénéficier d'un don qui est quasiment 3 fois plus important. Et donc, c'est quand même pas négligeable. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde suit ? Alors maintenant, je vais vous donner la formule magique pour les personnes imposables ou pour les personnes qui ont des parents imposables. Donc, don à réaliser égale montant que vous souhaitez réellement dépenser divisé par 0,34. Donc là, j'ai mis un exemple sur la diapo. Si je veux dépenser 102 €, je divise 102 € par 0,34. J'en conclus que je dois donner 300 €. Maintenant, il faut que je vous parle un peu de chronologie, parce que quand vous faites un don avec réduction fiscale, le fisc ne vous rembourse pas 66% dans la minute. Ce serait trop beau. En fait, il met entre 7 et 19 mois à vous faire ce remboursement en fonction de la date à laquelle vous faites votre don. Donc c'est important de regarder ce point de chronologie. Si vous faites un don d'ici le 31 décembre 2023 à une association d'intérêt général, vous pouvez déclarer ce don en avril 2024 sur votre déclaration de revenus au printemps. Ça va engendrer une réduction fiscale qui sera visible sur votre avis d'impôt qui est délivré au début du mois d'août 2024. Et c'est à ce moment-là que le fisc va vous rembourser par virement le montant de la réduction fiscale, sous réserve que après les prélèvements qui sont faits à la source chaque mois quand vous êtes salarié, par exemple, étaient bien du bon montant. Si les acomptes qui ont été prélevés tout au long de l'année étaient trop faibles, éventuellement le fisc va réajuster. Mais de toute façon, c'est de l'argent que vous deviez payer. Donc ce qui compte, c'est que le montant de la réduction fiscale, finalement, il apparaisse bien sur votre avis d'impôt sur la ligne dons aux œuvres. C'est ça qu'il faut vérifier plus que le montant du virement qu'on reçoit sur son compte bancaire au mois d'août. Et donc, vous voyez que si vous faites votre don le 31 décembre, vous aurez eu à patienter, entre guillemets, seulement 7 mois pour obtenir la réduction fiscale. Ça vous fait un trou de trésorerie temporaire de 7 mois. Maintenant, disons que vous faites votre don plutôt le lendemain, le 1er janvier 2024. Ça compte sur l'année civile et fiscale 2024. Ça va devoir être déclaré en avril 2025. Donc, ça arrivera en août 2025. Et donc, on a rajouté 12 mois de délai. Donc, vous vous retrouvez à patienter 19 mois. Voilà, donc si vous voulez pas avoir à patienter trop longtemps, le conseil c'est plutôt donc de faire vos dons en fin d'année. Alors après, je rappelle quand même que les associations apprécient les dons mensuels plutôt que les gros dons de fin d'année. Donc si vous avez assez de trésorerie pour patienter, c'est quand même plus sympa pour les assos de faire ça de façon mensualisée, typiquement pour verser les salaires chaque mois. Ok, on a vu du coup la formule de calcul du montant du don en fonction de ce qu'on veut vraiment dépenser. On a vu la question du délai d'attente pour recevoir la réduction fiscale. Maintenant, il faut que j'aborde un autre point de vigilance important, c'est celui de la différence entre une réduction d'impôt et un crédit d'impôt. Qui c'est qui voit déjà clairement quelle est la différence entre les deux ? Vous pouvez lever la main. Oui, bon. Peut-être une ou deux personnes. Ok. Alors, donc ça commence par une devinette. Vrai ou faux ? Bob est un donateur imposable, donc il a un salaire net de 1 600 € par mois et il fait 1 000 € de dons dans l'année 2023 à des associations d'intérêt général.
En août 2024, le fisc va lui rembourser par virement un montant de 1000 fois 66%, donc ça fait 660 €. Donc il va recevoir un virement sur son compte bancaire de 660 €. Évidemment, il n'y a pas de problème avec les acomptes, on considère qu'il payait ce qu'il devait. Ok. Qui est d'accord avec ce raisonnement, qui pense que c'est vrai? Bon, une personne qui pense que c'est faux. 3, 4, 5 personnes, d'accord, qui n'a pas d'avis. Ok, bon, on a quand même une majorité de faux. Bah, vous avez raison. Effectivement, ça n'est pas correct. La bonne réponse, du coup, les personnes qui pensent que c'est faux, est-ce que vous avez une idée de la bonne réponse? Il n'est pas assez imposable. Ouais, c'est l'idée. Il paye 83 € d'impôt. Ouais. Et donc, la réduction fiscale, elle est de 83 € et non pas 660. Voilà. Donc, d'où est-ce que je sors ce chiffre de 83? Voilà, justement, je vous ai sorti là un simulateur d'impôt sur le revenu, comme il en existe plein sur Internet. Donc, Bob gagne 1600 € par mois, ça fait 19 200 € sur l'année, en tant que célibataire sans enfant. On voit qu'il est censé payer 83 € d'impôt. L'an dernier, ça aurait été 206. Hein. Donc, ça change pas mal d'année en année, oui. Juste une petite question, est-ce que c'est vraiment des virements ou c'est une déduction qui se fait? Le fisc vous rembourse par virement, effectivement, puisqu'il prélève à la source chaque mois. En principe, il préserve les bons montants. Et donc, il vous aura trop prélevé, finalement. Il va découvrir qu'en fait, il vous doit de l'argent, puisque vous avez droit à une réduction fiscale, et donc il vous rend par virement. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir concernant... Oui? Par rapport à ça, est-ce que c'est possible, du coup, d'ajuster à l'avance son taux d'imposition en tenant compte du don qu'on aura fait et de la déduction qu'il y aura? C'est pas possible. Je crois qu'on a une marge de manœuvre, oui, sur le choix du taux, mais assez limité. Enfin bon, le truc normal, c'est quand même qu'on récupère le montant en août, et c'est pas forcément évident d'ajuster tout pile, quoi. Après, il y a un autre mécanisme qui aide à éviter le trou de trésorerie, qui est l'avance d'impôt à la mi-janvier. Mais on pourra en parler à un autre moment, si tu veux. Bon, ce qu'il faut retenir concernant donc vraiment cette notion de réduction d'impôt, en tout cas, c'est qu'une réduction d'impôt ne fera jamais mieux que de réduire votre impôt à zéro. Et en aucun cas, le fisc ne va verser 660 € sur le compte bancaire de Bob, du coup, s'il n'avait que 83 € à payer. Voilà. Là, c'est le moment pour moi de vous donner un nouveau conseil si vous faites des dons. En tout cas, par rapport à ce que je viens de montrer, du coup, ça m'amène à vous donner un conseil, c'est vraiment d'aller voir un simulateur d'impôt sur le revenu chaque année pour pouvoir anticiper le montant exact d'impôt que vous allez devoir payer l'année suivante sur les revenus de cette année. Puisque, comme on l'a vu dans le cas de Bob, c'est ce chiffre qui nous permet de savoir quel montant maximum de dons défiscalisables vous pouvez faire. On ne peut pas donner le montant qu'on veut et puis se dire qu'on récupérera forcément 66% du coup. Et alors là, il y a plusieurs points de vigilance. D'abord, il vous faut bien veiller à prendre le simulateur 2024 sur les revenus 2023, parce que ça peut changer pas mal d'une année à l'autre en fonction de la loi de finances qui est adoptée en fin d'année. Donc il faut du coup que le simulateur soit à jour du dernier projet de loi de finances qui a été adopté. Là, par exemple, pour 2024, il a été adopté par 49.3 le 18 octobre. Ensuite, il faut prendre en compte uniquement les revenus qui sont taxés au barème progressif, étant donné que les impôts qui sont consécutifs à des revenus du patrimoine, ils sont imposés à la flat tax, et donc ils ne peuvent pas être abaissés par la réduction fiscale. Exception, vous pouvez éventuellement demander à ce que certains de vos revenus du patrimoine soient quand même imposés au barème en cochant la case qui s'appelle 2OP sur votre déclaration de revenus, mais il faut vérifier avant si c'est intéressant pour vous. Donc ça dépend de la tranche dans laquelle vous êtes. Donc c'est compliqué, bon. Et enfin, si vos revenus viennent d'un salaire, il faut que vous preniez en compte dans votre simulation le net fiscal et non pas le net versé sur votre compte bancaire, parce que c'est pas le même montant. Bon, et là je pense que j'ai perdu peut-être un bon tiers de la salle, voire la moitié, et c'est pour ça que j'ai prévu un conseil alternatif pour les personnes qui ont une phobie administrative. C'est simplement de vous faire accompagner, en fait, chaque année, pour faire correctement votre petite simulation des impôts entre le moment du vote de la loi de finances, donc en général vers la mi-octobre, et la mi-décembre, de manière à pouvoir faire vos dons à la mi-décembre, étant donné que la limite pour faire vos dons dans l'année fiscale, c'est la fin de l'année civile, donc le 31 décembre. Le faites pas le 31 décembre, il y en a qui ont essayé, et en fait le système bancaire ferme en bonne partie, même dès 17-18 heures, et donc après ça passe au 1er janvier, vous perdez 12 mois. Je rappelle que Jérémy Dubois et moi-même animons chaque année à cette période des ateliers de conseil fiscal individualisés justement pour permettre de faire correctement tous les calculs adaptés à votre situation. Donc n'hésitez pas à venir vers moi ou à orienter vos parents du coup vers moi si ça vous intéresse ou si ça les intéresse.
Bon, je referme ma parenthèse donc sur l'importance de simuler son imposition. Je reviens à mon sujet sur la différence entre réduction et donc crédit d'impôt. Sur cette diapo, je vous ai mis un récapitulatif de la différence entre les deux. Toujours avec l'exemple de Bob, qui n'a que 83 € d'impôt à payer. Voilà, donc si le fisc me doit une réduction d'impôt de 660 €, bah, ça se passe comme on vient de le dire, c'est-à-dire que l'impôt est réduit à 0, on rembourse rien. Si le fisc me devait un crédit d'impôt, donc pour autre chose que les dons, du coup, puisque c'est pas le cas pour les dons, mais il calculerait ainsi, il ferait 83 moins 660, il aboutit à un montant négatif de 577 €, donc non seulement on paye pas d'impôt, mais on récupère la somme en dessous de 0 par virement sur notre compte bancaire. Donc évidemment, on préfère avoir des crédits d'impôt, mais il y en a pas beaucoup. Le montant maximal de dons que je puisse faire en bénéficiant de la réduction fiscale, il est donné par la formule suivante, donc le montant des impôts que j'ai anticipé divisé par 66%. Donc mon exemple là de Bob avec les 83 € d'impôts qu'il a à payer, il divise 83 par 0,66, il aboutit au montant de 126 €. Voilà, en réalité, sur l'année, Bob, ça sert à rien qu'il fasse plus de 126 € de dons s'il a l'intention qu'il soit défiscalisé. Il peut donner plus, mais il ne faudra pas qu'il compte sur la défiscalisation. Voilà, ça s'arrêtera aux 126 premiers euros. Autre remarque importante par rapport à ces questions de réduction versus crédit d'impôt, c'est qu'il y a une compétition entre les réductions d'impôt. Il se peut que vous bénéficiez, pour diverses raisons, dans diverses situations, d'autres réductions fiscales. Et donc, il faut bien penser, si vous avez droit à des réductions fiscales, à les retrancher préalablement du montant de votre impôt, avant de faire le calcul que je viens d'indiquer de quel montant de dons je peux faire en bénéficiant de la réduction fiscale. Par exemple, pour donner juste un exemple, donc c'est la réduction d'impôt pour une personne âgée qui vit dans un EHPAD. Bon, je pense pas que ça concerne grand monde dans la salle, mais peut-être vos parents ou vos grands-parents sont dans cette situation et peut-être qu'ils font des dons. Le principe, c'est que l'État, ici, va réduire l'impôt des personnes concernées de 25% des dépenses qu'elles font pour leur hébergement en EHPAD, dans la limite de 10 000 € de dépenses. Si vous savez que vous allez bénéficier de cette réduction, il faut que vous calculiez le montant de la réduction, donc il faut que vous ayez connaissance des dépenses faites pour l'hébergement en EHPAD. Donc vous voyez, ça demande de rassembler des documents, de réfléchir, de vraiment prendre le temps de se poser pour faire sa simulation. Et vous déduisez tout de suite ce montant d'impôt prévu avant de faire votre simulation. Ok. Enfin, dernière chose sur laquelle il faut être vigilant, c'est le sujet des déductions fiscales. Donc c'est encore un troisième concept, réduction d'impôt, crédit d'impôt, déduction fiscale. Les déductions, donc, c'est quand le fisc va réévaluer à la baisse le montant de vos revenus, avant même de les taxer. Donc, un exemple typique, c'est quand vous êtes salarié, vos frais professionnels sont déduits de vos revenus et il y a un montant forfaitaire typique qui est de 10% du montant de vos revenus, voilà, qui va être déduit d'office et donc vous ne serez pas imposé sur le même montant que votre salaire net fiscal, quoi. Si vous versez une pension alimentaire, par exemple à un enfant mineur, vous déduisez également cette somme directement de vos revenus. Et donc, indirectement, une déduction fiscale, elle a pour conséquence que vous paierez moins d'impôts à la sortie. Et donc, c'est également à avoir en tête pour anticiper au plus juste vos possibilités de dons défiscalisables. Voilà, bon, je m'arrête sur ce point pour tout ce qui est explication sur le fonctionnement de la réduction fiscale. Je préfère prévenir que j'ai pas tout traité. Il y a encore quand même d'autres points dans l'absolu. Il y a le sujet de la limite des 20%. Du revenu imposable au barème progressif. Il y a le sujet du système de report sur 5 ans de l'excédent au-delà des 20%. Il y a le sujet de la date de don prise en compte qui dépend du mode de paiement. Il y a le sujet de la prise en compte fiscale des salaires versés en décembre. Le sujet de l'avance fiscale de 60% versée à la mi-janvier. Il y a l'exclusion de la niche fiscale du plafonnement global de 10 000 €, qui sont des points qui sont intéressants à discuter dans certaines situations. Simplement, je peux pas faire une conférence de 45 minutes et traiter tout ça. C'est pour ça que je reviens encore une fois au même conseil que précédemment, c'est que ça reste important, malgré tout ce que j'ai déjà essayé de vous donner là, en priorité, allez vous faire conseiller pour simuler votre imposition. Ça peut être dans le cadre des ateliers avec Jérémy et moi, ça peut être directement avec un fiscaliste si vous pouvez, mais voilà, faites-vous aider. Ok, le sujet du gâchis maintenant. Donc là, j'ai besoin de partir d'un exemple concret. Je vais prendre une personne imposable que je vais appeler Sonia. Disons que Sonia gagne 3 500 € de salaire net fiscal chaque mois. On regarde le simulateur en ligne, on voit qu'elle doit s'attendre à payer 4 626 € d'impôts sur le revenu. Maintenant, pour simplifier mon exemple, pour travailler avec un chiffre rond, je vais supposer qu'elle bénéficie d'une réduction d'impôt pour un autre motif que les dons, de très exactement 626 €. Donc ça lui réduit son impôt et finalement, il lui reste après plus que 4 000 € d'impôt à payer. Voilà. Comme ça, c'est simple, je pars d'un chiffre rond. Maintenant, j'applique la formule que je vous ai présentée précédemment pour déterminer combien de dons elle peut faire au maximum.
Donc 4 000 divisé par 0,66, ça me fait 6 061 €. Donc le montant qu'elle peut faire en 2023 à des associations d'intérêt général et qui va conduire à réduire à 0 son imposition. Après réduction fiscale, finalement, ces dons, ils lui auront vraiment coûté 2 061 €, du coup, quand je fais la soustraction. Et dans cet exemple, ça représente 4,9% de son revenu annuel à Sonia. Alors certes, il faut avancer 4 000 € jusqu'au mois d'août de l'année suivante, mais ce poids temporaire sur la trésorerie de Sonia, il permet quand même de rendre un service énorme aux associations qu'elle soutient. Donc c'est excellent de faire ça. Maintenant, une observation pratique. C'est que bien souvent, je remarque que les plus gros donateurs de mes associations, donc là je parle vraiment de mon expérience personnelle de dirigeant associatif dans un domaine, je ne sais pas à quel point on peut extrapoler à tous les domaines, mais c'est que donc les plus gros donateurs qui ont souvent des revenus assez similaires à ceux de Sonia, ils vont avoir tendance à ne pas réduire à 0 leurs impôts, parce que ça leur demanderait de faire vraiment pas mal plus de dons que ce qu'ils avaient prévu de dépenser en dons. Leur budget dons n'est pas si élevé que ça non plus. Et en fait, ce genre de situation, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais c'est en fait un immense gâchis. Et je vais vous expliquer pourquoi dans la suite de ma présentation. En gardant donc l'exemple de Sonia, je vais supposer qu'elle a un budget pour les dons de seulement, entre guillemets, 515 € par an. Elle est comme ça, hein, Sonia, elle établit des budgets dons à 5 € près. Je rappelle que Sonia, elle a 4 000 € d'impôts qui lui restent à payer après avoir pris en compte toute autre réduction fiscale à laquelle elle a droit. On a dit que son budget don annuel, c'était 515 €. Donc pour déterminer combien elle doit vraiment donner, je rappelle qu'elle doit diviser son budget par 0,34. Et donc ça nous donne 515 divisé par 0,34 égale 1515 € de dons qu'elle doit faire à des associations d'intérêt général pour respecter son budget. Donc je vérifie, hein, je fais dans l'autre sens, je pars du montant qu'elle donne réellement, 1515 €, ça provoque une réduction fiscale de 66%. 66% de 1515, oh surprise, ça fait pile 1000 €. 1515 moins 1000 €, bah du coup c'est facile, on peut le faire de tête, ça lui a bien coûté que 515 €, donc son budget. C'est parfait, elle a bien fait son petit calcul, elle est dans son budget, c'est très bien. Du coup, elle avait 4 000 € d'impôts à payer, elle a réduit son imposition de 1000 €, il lui reste 3 000 € d'impôts à payer. Tout le monde me suit jusque-là, ça va? Maintenant, j'ai besoin d'introduire un nouveau protagoniste, à savoir Tom. Tom, c'est le père de Sonia et lui, il n'est pas imposable. Il aimerait bien, lui aussi, faire des dons à des associations d'intérêt général et disons qu'il a un budget plus modeste pour ça, qui est de 102 €. Mais cette famille, lui aussi, fait des budgets à 2 € près. Donc, question, est-ce que Tom, il est heureux du système fiscal français? Est-ce qu'il trouve qu'il est égalitaire, à votre avis, Tom? Son don lui coûte 3 fois plus cher par rapport à Sonia. Bon. Il est frustré parce que voilà, il peut donner que 102 € à son association préférée, ça lui coûte 102 €, il aurait préféré pouvoir faire comme Sonia, donc donner 300 €, récupérer 198 €, après réduction ça lui coûte 102 €. Voilà, il aurait aimé avoir des impôts à réduire finalement, notre cher Tom. Et donc maintenant je vous laisse méditer sur cette diapo et lever la main si vous pensez voir quelle solution assez logique optimiserait finalement la situation. Bon, je vais dire ce qui est à mon avis donc le schéma optimal. Donc d'abord Tom, première chose, il faut qu'il renonce à faire son don de 102 € directement. Au lieu de ça, ce qu'il peut faire, c'est donner cet argent à sa fille. Ensuite, Sonia, elle va réaliser un don de 300 € à l'association choisie par son père, donc Tom. En août de l'année suivante, elle va récupérer 66% de son don en réduction fiscale, donc 198 €. On est d'accord que si ça fonctionne pour elle, c'est bien parce qu'il restait encore suffisamment d'impôts à payer. On avait calculé qu'il lui restait 3 000 € d'impôts à payer. Donc là, 198, on est très large. Je fais le bilan. Tom, il a dépensé ce qu'il avait prévu de dépenser. Il est content. Sonia, elle a reçu 102 €. Elle a dépensé 300. Elle a récupéré 198. Bon, c'est pas des chiffres ronds, mais si vous faites le calcul sur une calculette, vous voyez que c'est égal à 0. Donc ça a été totalement neutre pour elle. En définitive, elle a rien dépensé du tout. Donc elle est contente. Elle a rendu service à son père sans frais pour elle. Et enfin, l'association, elle est plus que ravie, puisqu'elle a reçu 300 €, alors que si Tom avait fait son don de 102 € directement, elle aurait eu un montant quasiment 3 fois plus faible. Donc à coût constant, l'association reçoit un don 3 fois plus important que prévu, clairement c'est une belle optimisation. Question subsidiaire, est-ce que Tom a bien le droit de donner 102 € à Sonia? La réponse c'est oui, parce qu'un parent peut donner jusqu'à 131 000 € à son enfant tous les 15 ans, 131 865 pour être exact, et c'est une transaction qui est exonérée d'impôts. Donc un versement de 102 €, évidemment, ça pose aucun problème.
Maintenant, si le don se fait entre amis, parce que c'est une question qu'on peut se poser aussi, on peut avoir envie d'aller bien au-delà de sa famille. Alors, c'est légal, mais la personne qui reçoit le don, elle va devoir le déclarer. Et quand vous recevez un don d'un ami, typiquement d'un montant important, vous devez payer 60% de droits de donation sur cette somme. C'est quand même pas négligeable, mais il faut savoir qu'il y a une exception à cette règle, qui est importante à connaître justement, c'est pour les dons que l'administration fiscale appelle des présents d'usage. Donc vous pouvez retrouver les explications sur ce point sur le site officiel de l'administration fiscale, dans la partie foire aux questions. Et voici la réponse de l'administration fiscale. Bon, je ne sais pas si c'est très lisible, mais pour qu'un cadeau entre amis soit considéré comme un présent d'usage qui n'a pas besoin d'être déclaré, il faut que ce cadeau soit versé pour une occasion particulière, comme un anniversaire. Donc, a priori, vous en avez au moins un par an. Et il faut que le montant soit raisonnable, qu'il soit raisonnable compte tenu de la personne à qui le cadeau est accordé, qu'il soit raisonnable compte tenu de l'occasion considérée et compte tenu de l'importance du patrimoine et des revenus de la personne qui fait le cadeau. Et là, vous allez me dire, ça veut dire quoi raisonnable ? Parce que c'est finalement très flou comme explication. Où est la grille des chiffres qu'on peut clairement donner entre amis et où on est tranquille qu'il n'y a pas de problème au plan légal ? Bon, cette grille n'existe pas vraiment. Il faut aller voir la jurisprudence, il faut regarder s'il y a des gens qui ont déjà été condamnés au tribunal pour avoir fait des dons trop gros et qui n'avaient pas déclaré alors que l'administration estime qu'ils auraient dû le faire. Et donc, c'est ce qu'a fait cette journaliste de 20 minutes. Elle a pris le temps de regarder la jurisprudence. Et l'article nous apprend que de façon assez classique, en fait, les tribunaux estiment que la valeur du don entre amis ne doit pas dépasser 2 à 2,5% du patrimoine de celui qui le consent. Donc dans la suite, je vais être plutôt conservateur, je vais retenir la limite base de 2% du patrimoine de la personne qui fait le don. Bon, j'ai rien à ajouter à la conclusion de la journaliste qui dit « Du moment que cela ne représente pas un gros effort financier, vous pouvez donc librement donner 1 000 €, 5 000 € ou même 10 000 € à vos proches pour une occasion spéciale. Vous pourrez alors agir sans le déclarer aux impôts. » Et donc sans avoir 60% de taxation sur ce montant. Je donne maintenant un dernier exemple pour le calcul des 2% du patrimoine. Donc si vous voulez donner 1 020 € à un ami le jour de son anniversaire, pour qu'il fasse un don de 3 000 € à une association, vous devez d'abord vous assurer que les 1 020 € que vous lui donnez ne dépassent pas 2% de votre patrimoine, conformément donc à la jurisprudence qu'on a vue. Donc vous divisez 1 020 par 2%. Ça vous donne un montant de patrimoine minimum de 51 000 €. Donc si vous avez au moins 51 000 € de patrimoine, vous pouvez bien donner 1 020 € à votre ami sans qu'il y ait besoin de le déclarer comme un don manuel taxable à 60%. Enfin, le dernier point de vigilance, c'est que si votre ami bénéficie de prestations sociales versées par la caisse des allocations familiales, donc par exemple c'est le cas de la prime d'activité, le présent d'usage va être regardé comme un revenu par la CAF. Et donc ça va avoir une incidence négative sur les prestations sociales de la personne qui reçoit le don. Mais bon, après, il faut voir que c'est quand même un problème très marginal en théorie, parce que si vous donnez des sous à cet ami pour qu'il vire le triple à une association, c'est parce qu'il est imposable. Donc s'il est imposable, a priori, c'est qu'il gagne suffisamment bien sa vie et qu'il est probablement pas éligible en fait à la plupart des prestations sociales qui existent en France et qui sont destinées aux personnes qui ont plutôt des faibles revenus. Donc c'est un peu les cas marginaux, les personnes qui sont très faiblement taxées, qui vont peut-être être concernées par ce problème. Oui ? Surtout, c'est pas déclaré. Il y a un autre formulaire où tu pourrais déclarer le revenu. Alors, quand on fait des demandes de prestations sociales à la CAF, on doit déclarer tous ses revenus, même les présents d'usage. Pour le coup, a priori, à ma connaissance, il y a pas. C'est deux sujets bien distincts, les déclarations à l'administration fiscale et à la CAF. La CAF, elle veut vraiment en savoir le maximum sur tout revenu que vous percevez, quoi. Voilà, bon, j'arrive à la fin. Alors avec l'exemple précédent, j'espère vous avoir bien fait comprendre que donc dans l'idéal, si on voulait optimiser au maximum les budgets des associations qui sont financées par des dons de particuliers, en fait, il faudrait rapprocher toutes les personnes non imposables qui veulent faire des dons avec les personnes imposables qui ont déjà fait tous les dons qu'elles voulaient et qui, malgré ça, ont encore des impôts à payer. Autrement dit, pour tous les donateurs comme Tom, il faut essayer de leur trouver une Sonia, en gardant à l'esprit la contrainte que s'il n'y a pas de lien de parenté entre les deux et qu'on n'est pas dans le cadre du présent d'usage, alors il va y avoir cet enjeu de déclarer au fisc le cadeau réalisé par la personne non imposable comme Tom à la personne imposable comme Sonia. Oui, alors j'ai précisé une fourchette là de revenus après le titre de cette diapo du devoir moral de réduire ses impôts à 0 pour optimiser au maximum ses dons. Quand on gagne entre 1 600 et 3 700, donc 1 600, ça c'est parce qu'en dessous en fait on ne paye pas d'impôts.
Et 3700 maximum, c'est parce qu'au-delà de ce montant, en fait, vous commencez à être concerné par la limite des 20% que j'ai brièvement mentionné tout à l'heure. Donc, en fait, au-delà, vous continuez de bénéficier de la réduction fiscale, mais simplement, vous n'allez pas réussir à réduire à zéro vos impôts. Vous aurez quand même un minimum d'impôts à payer, voilà. Mais après, bon, ça concerne en général assez peu de monde, parce que les gens qui donnent plus de 20% de leurs revenus à des associations sont quand même assez rares. Alors qu'on s'entende bien, si vous gagnez plus de 3 700 € par mois, mon propos sur le devoir moral, il reste valable. C'est juste qu'il s'agira pour vous de réduire vos impôts le plus possible et non pas de les réduire à zéro. Mon point, donc, si vous êtes dans cette situation comme Sonia, où vous avez des impôts à payer, où vous ne les réduisez pas déjà à zéro, ou si c'est vos parents qui sont dans cette situation, ou vos grands-parents, et ben vous avez un devoir moral de ne pas en rester là. De pas en rester là, d'essayer d'entrer en relation avec tous les tomes qui cherchent des personnes comme vous pour tripler l'impact de leurs dons. L'enjeu, en fait, il est assez énorme, puisque à chaque fois que vous aidez quelqu'un comme Tom qui n'est pas imposable, vous multipliez par 3 l'impact de son don. Alors, je pense que c'est tentant de se dire que ce soit vous, vos parents, qui a ce raisonnement, ok, j'ai fait quelques dons cette année, ça a un petit peu réduit mes impôts, et maintenant j'ai épuisé mon budget de dons, donc j'en reste là. Je pense que ce genre de réflexion néglige le manque à gagner pour les associations que constitue le fait de ne pas être allé trouver dans votre entourage proche les tomes qui recherchent leur Sonia. Et ce manque à gagner, en fait, il a du coup des conséquences bien réelles, puisqu'une association qui est sous-financée, c'est une association, quand même le rappeler, qui aidera moins vite le monde. C'est des individus qui ne seront pas aidés. Donc bon, là j'ai mis la photo de quelqu'un qui est sur le point de se noyer pour la simplicité de l'exemple, mais j'aurais pu mettre quelqu'un sur le point de se faire piquer par un moustique qui va lui filer la malaria et qui n'aura pas eu de moustiquaire. Bon, c'est pour illustrer une idée plutôt simple. En fait, c'est simplement qu'une absence d'action peut être immorale. L'immoralité se situe pas toujours dans le fait de commettre des actes négatifs. Bon, conclusion. Donc, si je suis imposable, que je sais faire la simulation de mes revenus, tous les ans, à la mi-octobre, je me mets un rappel, je prévois de faire ma petite simulation, je m'assure que le simulateur est bien à jour de la dernière loi de finances, je regarde combien mon foyer fiscal va devoir payer d'impôts. Oui, parce que j'en ai pas parlé, mais si vous êtes en couple, que vous êtes imposé à deux, il faut bien regarder l'ensemble des revenus. Donc, il faut bien interroger votre conjoint, prendre toutes ses fiches de paye, tous ses revenus annexes pour bien faire une simulation au plus juste. Je calcule le montant maximal de dons ouvrant droit à la réduction fiscale, qui est donc égal à la quantité d'impôts qui sont attendus après avoir bénéficié de toute autre déduction et réduction d'impôts éventuelle hors crédit d'impôt. Je divise ça par 66%, je connais mon plafond. Je réalise du coup mes dons dans la limite de ce plafond que je viens de calculer. Je pense bien à tripler le montant que je veux réellement dépenser en partant de mon budget. Donc je prends mon budget de ce que je souhaite dépenser, je le divise par 34%. Je garde dans un dossier, oui, ça c'est un conseil que je n'ai pas donné plus tôt, je l'ai mis dans ce récapitulatif simplement, mais c'est quand même beaucoup plus facile si vous gardez le récapitulatif de tous les dons que vous faites à des associations d'intérêt général en cours d'année dans un même dossier, donc tous les reçus fiscaux, la liste des montants qui ont été donnés, et puis voilà, je note dans mon agenda de bien penser à déclarer mes dons en case 7UF de ma déclaration de revenus en avril de l'année suivante. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois en atelier dons qu'on se rende compte que des personnes qui pensaient avoir déclaré leurs dons en fait ne l'avaient pas fait et du coup c'est tout de suite pas mal d'argent perdu. Et à retenir, si je suis imposable mais que je galère avec les chiffres et que je n'arrive pas à faire toutes ces divisions par des pourcentages, eh bien je n'hésite pas à me faire aider pour simuler mes impôts et mon plafond de dons correctement. Je peux contacter AEF ou directement Jérémy et Mataï, donc moi-même. Voilà. Et si je ne suis pas imposable, le conseil que je donnerais, du coup, c'est je constate que mes dons, ils ont 3 fois moins d'impact que ceux d'une personne imposable. Et donc, je vais essayer autant que possible d'encourager plutôt mes proches qui sont imposables à faire des dons au lieu de les réaliser moi-même en respectant bien le cadre légal des donations et présents d'usage entre particuliers. L'autre possibilité, c'est si je sais que je deviendrai imposable dans 1 ou 2 ans, j'épargne chaque mois le montant que je souhaite allouer à mes dons dans le futur et je réalise vraiment le don de la somme que j'ai épargnée seulement à partir du moment où je suis devenu imposable, triplant ainsi mon impact. J'en ai fini pour le sujet de la réduction fiscale et c'est le moment pour moi de vous présenter un petit bilan de nos ateliers de conseil fiscal individualisés à Jérémy et moi. Donc là, c'est l'autre sujet que j'avais mis dans le programme sous un titre distinct. C'était donc comment éviter de perdre 2 000 €. Bon, c'est parti pour les 5 minutes. Donc en 2022, nous avons tenu 6 ateliers individuels.
en visio, avec des sympathisants de l'altruisme efficace en France. Ces ateliers ont permis aux contribuables en question de gagner en compréhension sur le sujet des impôts, puisque comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à considérer. Et c'est particulièrement important parce que ce savoir, cette compréhension du système fiscal, eh bien, elle sert ensuite pour toute la vie. Nos ateliers ont permis à certains contribuables de découvrir qu'ils avaient mal déclaré leurs dons passés et en les corrigeant, ils ont pu récupérer 2155 € de réduction fiscale, leur permettant de réaliser donc en théorie jusqu'à 6338 € de dons supplémentaires sans dépenser plus d'argent. Puisque à chaque fois, vous pouvez du coup mettre 3 fois plus d'argent et ça vous coûte le montant en question pour de vrai. En outre, grâce à une meilleure estimation de leur impôt 2023 et de leur montant maximal possible de dons, 7 700 € de dons supplémentaires ont été réalisés suite à nos ateliers. Ce qui est quand même, je trouve, pas négligeable pour un si petit nombre d'ateliers pour lequel on n'a pas tant communiqué que ça non plus. Certaines personnes auraient gagné à nous contacter plus tôt. On a identifié 2 000 € de réduction fiscale qui n'a pas été obtenue et qui ne pouvait plus être réclamée, simplement parce que ça faisait plus de 2 ans et à partir de là, il n'y a plus de possibilité de se plaindre auprès de l'administration fiscale. Nous avons par ailleurs repris contact avec les personnes qui nous avaient contactés en 2021 et nous ont confirmé avoir réalisé 6 000 € de dons supplémentaires suite à nos ateliers. Au vu des opportunités manquées que nous identifions chaque année, chez les quelques personnes qui nous contactent, nous pensons qu'il y a un fort intérêt à ce que la plupart des altruistes efficaces imposables de notre réseau participent au moins une fois à un atelier. J'arrive au bout. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec tous ces chiffres et formules, mais ça me semblait important de développer cet enjeu qui est à mon avis encore trop souvent mal compris. Alors je peux prendre maintenant peut-être quelques questions ou alors en même temps, vu l'heure et le décalage, on peut peut-être simplement discuter dans le cadre du temps de discussion qui est prévu juste après sur les dons. En tout cas, merci à Jérémy pour la mise en page des slides, merci à Elsa Rioufray pour la relecture et puis merci pour votre attention.